Headphones. Hello, good morning, everyone, and welcome to this second day of the EU Development Days. For those of you who don't know, you need to put the headphones on because this is a silent conference. Without the headphones, you're not going to be able to listen to me today. So I'm going to wait a little while to put your headphones on if you don't have them on. Yes? Okay. I'm going to wait a little while longer because I still see that some people are struggling with the headphones. Without them, you're not going to be able to listen to anything today, I am afraid. Okay, just waiting for, yeah. Okay, so good morning and welcome to this second day of the EU Development Days. We're live from Brussels in Studio 5. My name is Beatriz Rios and I'm going to be your host today. We have a little bit of a different program on Studio 5 today because we don't have a concrete theme, but we're going to be touching upon many different issues that are key to the conversations that we are having in Europe. We're going to be talking about food security. We're going to be talking about the impact of conflicts on food security and the importance of peace to ensure development, but also to ensure a food change. And we are going to be talking as well about energy, which is something that is definitely on the agenda of everyone around the world. And we're going to be talking about the need to boost investment so that we can make sure that we move towards a transition towards a greener, cleaner, and safer source of energy. Before I give the floor to our moderator for the first session of this morning, I would like to remind you, as I said, that in order to follow the conferences, you're going to need a headset because this is a silent conference. We have interpretation in French and English, but also passive interpretation in Spanish. And you can also interact with our speakers today. This is an open conversation, so make sure that you go on slido.com and that you either scan the QR code that you're going to find, or you can also introduce the hashtag EDD2022 so that you can ask your questions to our speakers today. And also, if you would like to share about your experience of the EDDs, if you would like to share pictures in social media or comments, questions, ideas, thoughts, or what our speakers are going to be sharing today, make sure that you use the hashtag EDD22. And let's go straight to our program today. For the first panel, we're going to have a discussion about food security in times of crisis and what role could Team Europe and other development partners have in a connected world. And for that, I am going to hand over to the very expertise hands of Dr. Suzanne Goeng-Yok, who is the Managing Director for Africa for the Alliance of Biodiversity International and ZIAD at CGR. She's going to be moderating a very high-level session, and for that we have Ms. Chrysoula Zacharopoulou, who is the Minister of State for Development, Francophonie and International Partnerships from France. We have also the Minister of Foreign Affairs, Cooperation, and Mauritanians abroad from Mauritania, Mohamed Salem Oud Marzout. And we have Koen Dond, who is the Director General for International Partnerships from the European Commission. And connecting live as well, we have Kako Ngupo, who is the Commissioner for Agriculture, Water Resources and Environment from the West African Monetary and Economic Union. We have Mr. Jean-François Riffaut, who is Director General for Action Against Hunger, and we have Dr. Jo Puri, who is Associate Vice President of Strategy and Knowledge Department at IFAD. So without further ado, I would like to introduce my panelists today so they can start the conversation. Have a great chat.
Ladies and gentlemen, we are very honored to have you today in order to go through with the panelists on the issues of food securities and the consequence that the war in Ukraine has on the food systems. As we know, the world food system is already shaken by 3 core elements: climate change, COVID-19, and of course, now war. The recent attack of Russia on Ukraine has been having devastating effects on both our world security, but also the sustainability of our food systems. What we are going to look at today is to really kind of look at what our panelists here have been doing in their own practices to ensure that there is an effective and coordinated response to address the sustainability of the food system in a crisis moment. I really like a quote from Lenin, who said, "There are decades where nothing happens, and there are weeks where decades happens." What we have been seeing happening recently is really that decades that happen in weeks. I will be switching from one language to the other to be able to connect with my panelists. So for the people that are using headsets, please be able to navigate between 1 and 2, or if you speaking both languages, to listen to the channel 1. I will start by asking to Madame la Secrétaire d'État, s'il vous plaît, pouvez-vous me dire quel a été l'impact de la guerre en Ukraine sur la sécurité alimentaire et la nutrition, de votre perspective de façon globale? La deuxième question que je voudrais vous poser, c'est de savoir quelle a été l'action de la France et de la Commission européenne afin d'adresser ce challenge qui était inattendu. Et dernière question, s'il vous plaît, serait de vous demander de nous parler un peu plus de cette initiative française qui est l'initiative Farm. Donc s'il vous plaît, si vous pouvez aller au pupitre, je vous en serai gré. Bonjour à tous. Merci Suzanne de me donner la parole. Je suis particulièrement heureuse tout d'abord d'être à Bruxelles, là où j'ai débuté mon combat pour refonder le partenariat entre les 2 continents, l'Afrique et l'Europe, comme membre du Parlement européen, et aujourd'hui en tant que ministre de la République française. Et je voulais dire que je suis aussi très heureuse parce que les journées européennes du développement, ça fait 2 ans qu'on n'a pas eu de journées européennes du développement. Et je suis accompagnée par des panélistes d'aussi haut niveau pour évoquer quelque chose de très grave qu'il est en train de passer, une crise alimentaire mondiale, un enjeu majeur pour nos politiques humanitaires et de développement, à court et à long terme. Alors, crise c'est un mot grec. Cela signifie le moment de la décision. Cette crise est vraiment un moment de décision. C'est celui où nous devons inventer une nouvelle méthode d'action pour résoudre cette crise et prévenir celle du futur. Ce que nous avons inventé, c'est un nouveau partenariat multilatéral où l'Assemblée des Européens vient en appui à l'Assemblée des pays africains, en complément de leurs propres initiatives. L'enjeu, c'est de renforcer leur résilience en matière alimentaire, en matière énergétique ou encore sanitaire. Et avec alors l'initiative FARM, Food and Agriculture Resilience Mission, portée par la France et par l'Union européenne, nous faisons un premier pas essentiel dans cette direction-là. Vous m'avez posé, Suzanne, une question, la première, relative à l'état de la situation. Celle-ci
était déjà alarmante, avec plus de 800 millions de personnes en insécurité alimentaire dans le monde l'année dernière, selon les Nations Unies. Parmi eux, 193 millions étaient en situation de crise alimentaire grave. C'est donc 40 millions de plus que l'année précédente. Mais le risque d'une crise alimentaire mondiale est aujourd'hui amplifié par la guerre d'agression de la Russie contre l'Ukraine, ces deux pays étant habituellement parmi les plus gros exportateurs mondiaux de céréales. C'est pour des raisons. Première raison, c'est que la guerre rend très difficile l'exportation maritime des céréales ukrainiennes. Et deuxième raison, c'est que la guerre met aussi en danger les prochaines récoltes. L'Afrique du Nord, notamment l'Égypte et la Tunisie, est très exposée du fait de sa dépendance aux exportations russes et ukrainiennes. Mais le risque aussi existe pour de nombreux pays déjà exposés à de hauts niveaux d'insécurité alimentaire et de malnutrition, notamment en Afrique subsaharienne, au Proche et au Moyen-Orient. Et aussi sont affectés par la hausse des prix des denrées alimentaires et des intrants agricoles. Nous ne laisserons pas la sécurité alimentaire être instrumentalisée à des fins politiques, comme le fait la Russie. Les pays membres de l'Union européenne ont pris un nombre important de sanctions contre la Russie, mais je tiens à les rappeler ici aujourd'hui. Ce ne sont pas les sanctions qui sont responsables des risques de crise alimentaire. En outre, cette crise vient frapper les populations déjà particulièrement éprouvées par la pandémie de Covid-19, les changements climatiques, la dégradation de l'environnement, entre autres. Elle aura également des conséquences sur la nutrition des plus vulnérables. Et je le dis aussi comme médecin, qu'il y a une sous-nutrition ou une malnutrition entraîne des difficultés parfois irréversibles, tant en matière de développement que d'éducation. Nous sommes donc aujourd'hui face à une multiplication des crises dans un monde interdépendant. Il nous faut répondre collectivement et dans le même temps aux besoins immédiats, mais aussi bâtir à plus long terme des systèmes alimentaires plus durables et résilients. C'est ça vraiment l'enjeu de notre futur partenariat avec l'Afrique, bâtir la souveraineté alimentaire africaine. Vous m'avez demandé, Suzanne, quelles sont les actions déjà mises en œuvre par notre pays. Alors, je pense tout d'abord que concernant l'action, elle doit être rapide, elle doit être collective et elle doit être forte. Et il faut répondre aux attentes de nos partenaires. L'Union européenne, sous la présidence française, s'est mobilisée vite avec l'initiative FARM endossée par le Conseil européen de 2 mars dernier. FARM vise à répondre à la crise alimentaire par des propositions concrètes élaborées avec nos partenaires internationaux, notamment l'Organisation mondiale du commerce, le Programme alimentaire mondial et le Fonds international pour le développement agricole, et organisée selon 3 piliers. Le premier pilier concerne le commerce. Pour préserver la fluidité des échanges mondiaux de produits agricoles essentiels, en évitant les mesures restrictives aux exportations et assurer la transparence sur les marchés, la France appelle à ce sujet l'ensemble des membres du G20 à jouer le jeu au sein des dispositifs AMIS pour disposer d'une vision claire des flux et des stocks de céréales disponibles. Un deuxième pilier, c'est la solidarité. Pour nous assurer que même au plus fort de la crise, les pays vulnérables et dépendants des importations de céréales pourront faire face à leurs besoins à des prix raisonnables. Dans le cadre des FARM, le PAM fait une proposition de mécanismes en vue d'assurer les approvisionnements humanitaires à des prix raisonnables en lien avec le secteur privé.
Bien sûr, cela ne se substitue pas à la nécessaire assistance alimentaire d'urgence, ni ne doit perturber les filières de production locales ou régionales. Renforcer la production locale durable des pays vulnérables. Voici le troisième pilier. La situation actuelle souligne la nécessité urgente d'une transition vers des systèmes plus productifs, plus écologiques et résilients, notamment à travers des approches agroécologiques, comme nous le avons fait sur les vaccins. L'enjeu, c'est de développer la souveraineté de nos partenaires africains. Le Fonds international de développement agricole, que je remercie encore pour sa mobilisation, a des propositions ambitieuses et doit jouer un rôle majeur. Il doit le faire avec l'Assemblée des Bayer, dans la continuité des grandes initiatives déjà lancées avec le continent africain. Je pense notamment au projet des Grandes Murailles Vertes, initiative majeure portée par le président de la République française Emmanuel Macron pour soutenir des milliers de projets locaux pour lutter contre l'insécurité alimentaire tout en préservant l'environnement. Je pense aussi à l'initiative pour accroître la production africaine de protéines végétales. Bien sûr, n'oublions pas l'appui nécessaire au secteur agricole de l'Ukraine, qui implique à la fois d'apporter tous les intrants nécessaires au pays, carburant, semences, engrais, pour les campagnes agricoles à venir, mais aussi d'aider le pays à exporter sa production pour toutes les voies possibles, maritimes, terrestres, ferroviaires, fluviales. C'est cette philosophie qui sous-tend l'idée des corridors de solidarité proposée par la Commission européenne et qui est également au cœur des discussions récentes au plus haut niveau allant avec les Nations Unies pour que l'exportation des céréales par la mer Noire puisse reprendre. Et pour finir, la troisième question que vous m'avez posée, comment les partenaires du développement peuvent travailler ensemble au mieux, nous avons vu une mobilisation inédite de la communauté internationale avec plusieurs propositions de réponses collectives de solidarité. Je voudrais aujourd'hui, ici, saluer cet élan et discuter de la façon et de mettre en synergie les groupes de réponse à la crise mondiale convoqués par le secrétaire général des Nations Unies jouent le rôle d'alerte et d'impulsion au plus haut niveau. L'Alliance mondiale pour la sécurité alimentaire, lancée par la présidence allemande des G7, offre le cadre de coordination politique nécessaire pour répondre à la crise. FARM, à travers ses piliers portés, chacun par des organisations internationales clés en lien avec les acteurs locaux, propose une feuille de route opérationnelle sur les courts, les moyens et les longs termes. La France souhaite que les propositions de FARM puissent continuer à structurer la réponse à la crise de la Team Europe en cours d'élaboration et je sais, cher Kunduz, que nous pouvons compter sur la Commission européenne. Au regard de l'ampleur des besoins et des défis, il est également essentiel d'immobiliser tous les acteurs et toutes les énergies, y compris la société civile et le secteur privé, de façon durable et responsable. Il faut pour cela que la Commission, la Banque européenne d'investissement et des autres bailleurs, que tout le monde se mobilise, tout le monde mobilise les instruments pour relever les défis. Je voulais finir que des années de la crise sanitaire, la crise alimentaire actuelle nous le rappelle. Nous sommes plus interdépendants que jamais. C'est tous ensemble que nous affrontons ces crises et c'est tous ensemble que nous trouverons les solutions. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Ce que vous avez dit
m'interpelle particulièrement et je pense que cela nécessite une réponse et une vue aussi qui viendrait du continent. Vous avez parlé de cette collaboration et de ce soutien au continent africain et de la vulnérabilité des plus vulnérables encore. Monsieur le ministre, la Mauritanie est un pays sahélien qui est confronté de façon régulière aux challenges qui sont liés au climat. Vous avez aussi, bien sûr, des défis qui vont maintenant plus loin parce que nous rentrons en fin d'hivernage et nous allons devoir planter, aussi simple que ça. Quelle est la position du gouvernement? Quels sont les challenges du gouvernement mauritanien afin de pouvoir servir ces populations pour garantir la sécurité alimentaire et la production de la saison à venir pour les plus vulnérables? S'il vous plaît, Monsieur le ministre. Merci Madame. Merci Madame. Je voudrais d'abord dire que vous remercier d'abord pour la qualité de votre présentation et Madame la Ministre aussi. Et dire que ce que nous traitons va au-delà de la Mauritanie et au-delà de la conjoncture aussi. Parce que la crise que nous vivons n'est pas conjoncturelle, je crois, c'est quand même important. Elle est d'une nature et d'une portée beaucoup plus profonde, que je pense, parce qu'elle révèle surtout des causes plutôt structurelles qui ont commencé à apparaître déjà en 2020. Parce que déjà en 2020, on a donc observé de nombreuses perturbations et ruptures dans ce qu'on appelle les chaînes d'approvisionnement au niveau de l'économie mondiale, entraînées bien sûr par la Covid, qui a révélé déjà la vraie fragilité de nos modèles économiques aujourd'hui, qui ont montré leurs vraies limites. Et surtout, elle a aussi montré une vraie urgence, celle de repenser un nouveau modèle qui soit, comme l'a dit la ministre, beaucoup plus résilient, beaucoup plus écologique aussi dans ce que nous sommes en train de faire. Et je voudrais dire que cette vulnérabilité, contrairement à ce qu'on pense, ne concernait pas à l'époque seulement ce qu'on appelle les biens de luxe. Elle concernait l'ensemble des chaînes d'approvisionnement du monde, des matières premières jusqu'aux produits finis, parmi lesquels, déjà en 2020, on se rappelle bien les masques chirurgicaux pour nos médecins et nos malades, les blouses chirurgicales pour notre personnel de santé, les respirateurs, les médicaments essentiels et les outils de tous les jours. Mais cela a surtout affecté ou montré aussi l'impact que cela pourrait avoir sur la consommation des ménages eux-mêmes au niveau du quotidien. En Afrique, comme l'a dit notre modératrice, et en particulier au niveau de la région du Sahel, que j'ai l'immense privilège de représenter ici, a su bien sûr elle a fait face avec beaucoup d'audace à la pandémie du Covid, mais elle a été aussi la région parmi les régions au monde les plus paralysées. Pourquoi? Il y a une double raison à ça. La première raison, c'est qu'on dépend nous-mêmes, en tant que région sahélienne, en grande partie de la Chine pour notre économie au niveau domestique. La deuxième raison, c'est que notre dépendance aussi
vis-à-vis d'autres pays tiers, et en particulier européens, qui dépendent eux-mêmes de la Chine. Et donc, on est doublement pénalisé. Donc, en raison de ces ruptures, parce que c'est ça ce que je voudrais donc dire, en raison de ces ruptures dans les chaînes d'approvisionnement entre mars 2020, en plein cœur de la pandémie, et mars 2021, l'indice des prix à la consommation montrait déjà une augmentation de 23,3%. Déjà. Entre mars 2020 et mars 2021, 23,3%. Et puis je voudrais ajouter seulement que c'est une simple moyenne. Pour la même période, pour qu'on en parle, et ça c'est des chiffres qui concernent aussi notre pays, mais qui concernent aussi le Mali, le Sénégal, le Tchad et tout l'ensemble des pays. Et donc si on s'intéresse aux produits les plus importants pour la même période au niveau de la consommation des ménages, au niveau du Sahel, on a observé une augmentation de 24,4% pour le sucre, 28,1% pour l'huile. Donc, si on cumule l'ensemble de ces chiffres et on fait donc pour l'ensemble des produits, donc il y a à la fois le riz, le blé, l'orge, le maïs et tout ce que... Donc, on est passé entre, en fait, mars 2020 et mars 2021 à une augmentation de près de 83,6%. Ceci avant même que se déclenche la crise au niveau de l'Ukraine. Et je voudrais aussi dire, bien sûr, que l'actuelle crise a un impact que nous vivons et que le message même a été donc porté au dernier sommet qui s'est tenu au niveau de la Guinée équatoriale, a été donc posé. Je voudrais dire on a observé d'abord une rupture au niveau des chaînes d'approvisionnement dont on vient de parler. Je vais donner des chiffres un peu importants par rapport donc à ça. Mais je voudrais dire qu'entre janvier 2022 et avril 2022, les prix ont connu un bond de 16,8%. Janvier 2022 et avril 2022. 16,8%. Pour les céréales et l'huile qui nous viennent pour l'essentiel de ces deux régions, à la fois la Russie et l'Ukraine, nous, pour le cas de notre pays, on est plutôt approvisionnement Ukraine, je crois, avec d'autres pays, d'autres au niveau de la Russie. Donc pour les céréales et l'huile qui proviennent en grande partie de cette région du monde, le bon était pour les céréales de 20,5% pendant la période de cette guerre-là et de 27,8% pour donc l'huile. Donc je vous laisse imaginer un peu l'impact sur la vie des ménages en Mauritanie, je parle, mais c'est le cas au niveau du Mali, c'est le cas au niveau du Sénégal, c'est le cas au niveau du Niger, au niveau du Burkina Faso, où en l'espace de 4 mois, les différents bons, dont les différentes augmentations qui ont été observées, se situent entre une fourchette qui va de 20 à 30% en l'espace de 4 mois. Donc, au-delà de cet aspect-là, je rappelle quelques chiffres qui sont importants et qu'on partage ici. La Russie et l'Ukraine, les deux pays, ont concentré en 2020 près du tiers des exportations mondiales de blé, c'est-à-dire 27% minimum. Et 53% du commerce mondial de l'huile de tournesol et des semences. 23% des exportations mondiales d'orge. Et pour l'Afrique en particulier, et le Sahel,
la dépendance à l'égard de ces pays en matière pour le blé peuvent aller de 60 à 90%. Et ça balaye presque toutes les régions d'Afrique, que ce soit l'Afrique de l'Ouest, que ce soit l'Afrique du Nord. Certains pays d'Afrique du Nord, que je ne vais pas nommer ici, dépendent du blé russe à près de 95%. C'est ça la question qui est en train de poser. Et on va donner quelques chiffres. Pour ce qui concerne le blé, en ce qui concerne des pays comme le Bénin, la dépendance du blé russe est de 100% pour le cas du Bénin. Pour les pays comme le Soudan, 75%, la RD Congo 68%, le Sénégal 65%. Je parle ici en ce qui concerne le blé russe. Pour d'autres pays comme le mien, ou la Libye, ou la Tunisie, donc on dépend du blé ukrainien entre de 30 à peu près à 50%. Donc, pour répondre à votre question, moi je pense que la crise que nous vivons, et on discutait avec le directeur général, je crois, tout de suite, elle a, je pense, imposé 5 urgences, de mon point de vue, ou la prise de conscience de 5 choses qui sont un peu importantes. D'abord, c'est que chaque pays doit avoir la capacité de se défendre. Ça, je crois que c'est la première urgence provoquée par la crise. Deuxième chose, c'est de bâtir des systèmes qui permettent à chaque pays de recouvrer une souveraineté alimentaire. Je crois que c'est la seconde urgence qui est provoquée par cette crise. La troisième urgence, c'est ça aussi montrer cette exigence pour nous tous de prendre en compte l'impact des changements climatiques sur l'ensemble de nos systèmes de production, qu'il s'agisse des pays développés ou qu'il s'agisse des pays en voie de développement ou des pays à revenus intermédiaires. Ça, c'est la troisième urgence. La quatrième urgence aussi, et qui est plus difficile à gérer comme celle qui va venir donc après, ce que nous vivons a aussi montré, et ça c'est vu en tout cas du Sahel dont je parle ici, on n'a jamais pris conscience de cette forte interdépendance entre les économies faibles et les économies les plus riches. Et je pense que cette crise, en tout cas ce qui se passe au niveau de l'Ukraine, donc la crise russo-ukrainienne, a montré au grand jour les fragilités dont je viens de parler, et elle a surtout montré cette forte interdépendance-là qui est donc forte. Voilà, donc compte tenu de cette forte interdépendance dont personne n'en était conscient, pas en tout cas en Afrique, il a suffi qu'il y ait cette guerre au niveau de l'Ukraine pour que au moins 50 pays africains soient aujourd'hui en rupture d'approvisionnement. On a de l'argent, mais on ne trouve même pas le produit sur le marché. Et donc cela amène à la cinquième urgence qui est importante, et je vais peut-être m'arrêter ici, c'est de dire nous avons besoin de repenser ensemble nos propres relations économiques, parce que cette forte interdépendance-là qui a été révélée au grand jour par cette crise, elle est à la fois utile, mais elle peut aussi avoir des conséquences dévastatrices sur les populations les plus pauvres. C'est ça ce que je voulais dire comme point de vue par rapport à ça. Merci. Monsieur le ministre, merci beaucoup. Vous avez
mis en avant cette idée de la vie chère et de la cherté de la vie auquel les populations sont confrontées, de cette incapacité de pouvoir s'approvisionner de façon continue afin de répondre aux besoins des populations. Mais ce qui est très très important dans votre point, c'est cette interdépendance entre les pays les plus fortunés et les pays les moins fortunés. Et ce déséquilibre. Ce qui est important, et Madame la ministre l'avait dit d'abord, c'est cette capacité de rassembler et de travailler ensemble, comme vous l'avez dit dans votre dernier point, pour pouvoir adresser et trouver de nouveaux modèles d'approvisionnement, de nouveaux modèles de production, de nouveaux modes de relations et de nouvelles dépendances et interdépendances. Donc cela m'amène à comprendre, je vais demander à deux communautés économiques, nous avons l'UEMOA et nous avons l'Union africaine, donc qui réunit, et l'UEMOA et la Commission européenne, qui travaillent ensemble afin de réunir les actions conjointes des États. Donc je vais commencer par la Commission européenne et demander comment, en réponse à ces idées qu'il faut changer ces relations, comment est-ce que l'on fait pour adresser ce problème d'approvisionnement au niveau de la communauté européenne pour s'assurer qu'il y ait des relais qui arrivent pour les pays d'Afrique, mais aussi pour les pays vulnérables que l'on peut voir en Asie, en Amérique latine et au Moyen-Orient. Merci, merci beaucoup et je suis vraiment très content d'être ici avec la ministre de la République française et le ministre mauritanien pour discuter de cette question. Bon, la condition humaine d'un orateur qui vient en troisième lieu, c'est que tout a déjà été dit et donc j'ai à la fois l'opportunité et le risque de pouvoir improvisionner un peu. Et je vais peut-être commencer par un point que la ministre a mentionné quand elle a fait référence au mot crise, qui est effectivement un mot grec très présent dans les tragédies, les grandes tragédies grecques d'Échille, de Sophocle, etc., qui en général est accompagné de trois autres notions. Athée, l'aveuglement, hubris, l'excès de confiance et catharsis, le moment où tout se décante et on peut commencer à se relever un tout petit peu. Je ne sais pas dans quelle phase nous trouvons, mais je pense effectivement que pour trouver les bonnes réponses, il faut réfléchir sur les aspects aveuglement et les aspects hubris. Et je pense que les deux ministres les ont mentionnés. Et effectivement, les points à tenir en compte, c'est l'impact climatique. La crise que nous vivons maintenant n'est pas neuf. On l'avait déjà vécu avec l'impact de Covid et même avant. N'oublions pas que la crise financière et économique qui avait touché le monde, la grande récession de 2008-2009, avait déjà provoqué des tensions, y compris au niveau de la sécurité alimentaire. N'oublions pas que ce qu'on appelle le printemps arabe a commencé en Tunisie, justement à cause d'une révolte de la population. Donc on a vu déjà pendant presque 10 ans, on a vu des fragilités qui sont là et qui sont sans doute liées effectivement à cette interdépendance que nous avons, interdépendance qui est fondamentale, mais qui nous rend aussi fragiles. Et je pense que les crises qui continuent à s'accumuler, que ce soit économique ou sanitaire, ou maintenant une guerre déclenchée par la Russie, nous font comprendre que par rapport à ces interdépendances, cette globalisation qui nous apporte beaucoup de bénéfices, que nous devons tous construire en même temps une plus grande résilience par rapport à ça. On a plusieurs mots pour ça, résilience, autonomie stratégique, etc. etc. mais c'est ça ce que nous devons regarder maintenant. Dans le plan d'action que l'Union européenne a avancé,
on veut justement avancer de façon assez holistique. Il y a bien évidemment, tout d'abord, des efforts qui doivent être faits pour réagir dans l'urgence. Et c'est là où la montée en force en matière d'aide alimentaire, tout ce que nous avons mobilisé dans l'urgence pour les pays de l'Afrique du Nord, le Sahel et la Corne, c'est très important. Ensuite, il y a la dimension d'espace fiscal. Ça n'a pas encore vraiment été abordé, mais je pense que nous voyons à quel point, le ministre a fait référence, les prix des denrées alimentaires, même si disponibles, ont augmenté. Or, nous savons que depuis des années, l'espace fiscal, la capacité de nos pays partenaires d'intervenir dans ces conditions-là, est extrêmement limitée. Et je vais en revenir à une proposition, une idée, un point fort que le président Macron, avec le président du Conseil européen Michel et la présidente de la Commission européenne von der Leyen avait proposé, c'est de faire une mobilisation de DTS dans l'ordre de 100 milliards de dollars en on-lending. Donc les pays riches qui détiennent des DTS pourraient les prêter à travers des mécanismes du FMI pour par la suite faire profiter les pays plus vulnérables de ça. Je pense qu'une mobilisation continue en ce sens-là est nécessaire et nous avons proposé à la Commission de libérer des montants supplémentaires pour approvisionner le compte, donc la compte de subsides du PRGT, du FMF, pour justement permettre une plus grande montée en force dans ce domaine-là. Mais ensuite, on arrive au point qui me paraît vraiment le point clé, les ministres y ont fait référence, c'est la production. Nous sommes tous devenus, ou une partie des pays sont devenus très dépendants des importations d'ailleurs. Et la fragilité est trop grande. Par contre, les opportunités de soutenir une production locale existent. Et c'est là-dessus que nous voulons vraiment renforcer nos actions en partenariat Europe, nos États membres et les pays à travers le monde. Et bien évidemment, l'Afrique dans ce sens-là est une vraie priorité. C'était un des grands piliers qu'on avait discuté en février lors du sommet Europe-Afrique. Une grande question et donc une des conclusions qui ont été retenues par les chefs d'État de l'Union européenne et de l'Union africaine était justement de déployer ensemble une action pour promouvoir la production locale. En fait, nous faisons exactement la même chose en Europe avec notre stratégie Farm to Fork qui pousse une agriculture localisée, respectueuse de l'environnement et donc adaptée aux conditions locales. Et j'insiste sur ce dernier point. Vous savez, il y a 1500 variétés de bananes qui existent. Mais plus de 90% des bananes qu'on achète dans le monde entier sont une variété, Cavendish. Eh bien, je pense que la combinaison de ce que nous avons vu maintenant, la fragilité, l'interdépendance et donc le besoin d'un retour à une agriculture localisée, résiliente aussi au changement climatique, nous nécessite à vraiment renforcer ces dimensions. Et c'est effectivement ce que nous faisons avec des pays africains et avec effectivement des institutions comme la vôtre, Suzanne, le CGIAR et notre initiative DESIRA. Nous venons de libérer des fonds supplémentaires pour ça parce que pour développer ça, il faut également regarder la dimension recherche et innovation. Tout comme il faut regarder la dimension secteur privé, accès aux finances et notamment accès aux finances pour des petites et moyennes entreprises très souvent gérées par des femmes, par des entrepreneuses femmes. Et ça pour moi, c'est vraiment le domaine sur lequel nous devons maintenant monter en force pour effectivement changer la donne par rapport à une situation qui, comme le ministre a dit, n'est pas conjoncturelle,
elle est structurelle. Et on doit maintenant utiliser cette crise pour attaquer ces racines structurelles de cette crise alimentaire. Merci beaucoup. Effectivement, la Cavendish, mais toutes les variétés de bananes sont disponibles ici en Belgique à la banque de gènes de Levin. Donc, c'est tout à fait une très bonne transition. Mais je voudrais demander à mon collègue en ligne de nous dire vraiment, on a parlé de cette production localisée. On a parlé de pouvoir mettre en place un cadre, un environnement propice au développement de l'agriculture locale, le raccourcissement des chaînes d'approvisionnement. Et l'UEMOA, en tant que communauté économique, serait vraiment, pour un certain nombre de pays d'Afrique de l'Ouest, au centre de ce genre de politique. Quelles sont les actions qui ont été menées à court terme, mais aussi médium et long terme, pour pouvoir influer et agir sur ce changement? Merci beaucoup. Je voudrais tout d'abord saluer l'Assemblée, qu'elle soit présentielle ou virtuelle, et dire que je souscris entièrement aux propos qui ont été tenus par mes prédécesseurs. Donc je voudrais dire 3 séries de choses rapidement, puisqu'on nous avait dit qu'on avait droit à 5 minutes. Je crois que tout le monde n'a pas respecté les 5 minutes. Donc je crois tout d'abord que pour l'Afrique de l'Ouest, il y a quelques facteurs additionnels qui rendent encore plus urgent le diagnostic qui a été fait. C'est vrai que 3 choses ont été dites. La pandémie de Covid qui a déstructuré les chaînes d'approvisionnement logistique. Donc ça a augmenté les prix des intrants. Ensuite, il y a eu la reprise post-pandémie qui a également accéléré la hausse des prix, ce qui a fait que, sous l'égide du président Talon du Bénin, au mois de décembre dernier à Cotonou, il y a eu une réunion des ministres de l'agriculture et du commerce ouest-africain pour voir comment nous pourrions répondre à cette deuxième urgence. Et puis, comme vous l'avez dit également, il y a eu une troisième urgence, la crise ukrainienne, qui a fait que des produits comme la potasse, par exemple, ont été multipliés par 4. En un an, nous sommes passés à $220 la tonne, à plus de $840 la tonne. Donc, cette urgence est très marquée. Et en Afrique de l'Ouest, vous avez 3 urgences additionnelles. Il y a l'urgence climatique, avec les phénomènes extrêmes, des additions de sécheresse et d'inondations, qui déstabilisent tout le système productif. Vous avez des crises politiques. Nous avons eu 3 coups d'État en Guinée-Conakry, au Burkina Faso, au Mali. Ça déstabilise aussi les systèmes. Et enfin, vous avez une crise sécuritaire qui fait qu'aujourd'hui, vous avez plus d'1 million de déplacés dans un pays comme le Burkina Faso, des déplacés internes, et avec beaucoup de paysans qui n'ont plus accès à leurs terres. Et donc, quand vous additionnez ces 6 crises, vous voyez tout de suite que l'urgence fait qu'on a tendance à mettre le curseur plus sur les réponses de court terme que de long terme. Alors, quid des réponses de court terme? Nous venons de finir il y a 10 jours à Niamey le comité de haut niveau sur la sécurité alimentaire présidé par le président du Niger, M. Mohamed Bazoum. Et donc avec tous les experts ouest-africains, tous les ministres ouest-africains de l'agriculture. Il en est ressorti 6 recommandations fortes que nous essayons de mettre en œuvre le plus vite possible dans le cadre de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. La première, c'est les achats groupés d'engrais. C'est quelque chose, et ça a été dit tout à l'heure, les États peuvent avoir des ressources financières, mais dans la mesure où il n'y a pas eu de coordination en amont pour l'achat des intrants, certains se retrouvent en difficulté d'approvisionnement. Et il faut dire que ceux qui avaient, au mois de décembre, passé commande, ne devaient être livrés qu'au mois de mai-juin 2022. Donc vous imaginez ceux qui ne se sont pas pris à temps. Donc là, il faut absolument qu'on aille vers des commandes groupées d'intrants.
Deuxième recommandation forte, la mobilisation du secteur bancaire, notamment les banques de développement, la Banque africaine de développement, la Banque ouest-africaine de développement, la Banque internationale de développement, la BIDC. En plus, évidemment, des banques commerciales qui pourraient se montrer volontaires. Ça, c'est quelque chose qui nous paraît urgent et important. Troisième chose, c'est la favorisation des transactions transfrontières. On a constaté une chose, c'est que les États ont tendance à fermer leurs frontières. C'est normal. Mais l'idéal de l'intégration, c'est justement la libre circulation, en particulier des biens. Et plus il y aura de circulation des biens, et puis il y aura ce qu'on appelle la loi du prix unique, qui va pouvoir jouer. Et donc, la troisième recommandation forte, c'est vraiment la liberté de circulation des biens dans l'espace communautaire. La quatrième recommandation, c'est une mise en place des plans nationaux de réponse. Vous savez, avec le CILS, la commission de la CEDEAO et nous-mêmes, UEMOA, nous avons des systèmes qui accompagnent les États ou qui mettent en place des plans nationaux de réponse qui sont assez bien identifiés. Et l'idée maintenant, c'est de les inciter à les mettre effectivement en œuvre. Cinquième et avant-dernière recommandation, c'est la sécurisation de l'approvisionnement en intrants, mais pour la campagne 2023-2024. Parce qu'il faut dire une chose, la campagne 2021-2022, on peut le déplorer, mais elle est déjà jouée. Nous sommes en période de soudure. On sait qu'il y a 40 millions de personnes qui souffrent d'insécurité alimentaire en Afrique de l'Ouest sur la période mai-septembre 2022. Pour l'espace UEMOA, c'est 12 millions de personnes. Il y a 6 millions d'enfants. Voilà. Donc, voilà les chiffres. Mais ça, c'est déjà aujourd'hui. Donc, l'idéal, c'est qu'on n'ait pas à avoir la même difficulté l'année prochaine. C'est pour ça que la cinquième recommandation, c'est vraiment la sécurisation de l'approvisionnement 2023-2024. Et enfin, la sixième recommandation, ça a été dit par Madame la ministre, c'est manifester tout notre intérêt pour l'initiative FARM, dont les trois piliers, solidarité, commerce et production, ont été mis en évidence par Madame la ministre. Donc, si nous avons quelques minutes plus tard, je pourrais revenir sur les déterminants structurels de cette situation. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Commissaire. « 80 millions de personnes très très vulnérables, ban céréalier, réclusion sur soi, sont des choses que l'on voit arriver souvent. Mais tout ce que l'on fait, c'est pour quelqu'un. Tout ce que nous faisons est dirigé vers l'individu. Everything that we are doing is for people. And I think that there is a specific role for the civil society to play once policies have been put in place, once there is coordination in actions and the willingness that is demonstrated to be able to enable the civil society to take a particular role. And you know, the Minister of Mauritania talked very specifically about the hike in the prices and the fact that one of the things that started the Arab Spring was actually a hunger strike. It was a strike against hunger. That's what crippled the whole thing. And what we don't want to see after the climate crisis, the loss of biodiversity, the COVID, and now the war in Ukraine as a consequence on all of us on the safety and the sustainability of food system is to see the revolution of hunger. So I will ask to my colleague online, coming from Action Against Hunger, to tell us what has the civil society been able to do, work in that framework that's been put in place in order to address that insecurity and to really support on the ground, grassroots level populations. On ne vous entend pas. We can't hear you. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Super. Voilà. Merci beaucoup. Je vais vous répondre en français, Suzanne, pour continuer dans la logique linguistique dans laquelle nous avons commencé ce panel. Merci beaucoup pour cette invitation. Juste
en point de repère, Action contre la faim, nous sommes une organisation humanitaire et de développement international. Nous sommes présents dans 50 pays. Et donc, à ce titre-là, nous avons bien entendu des actions qui conduisent à sauver des vies. Nous sauvons littéralement des enfants qui sont en train de mourir de faim, donc qui sont, si vous me permettez l'expression, à une extrémité de la chaîne de l'insécurité alimentaire, qui est la pire, qui est celle de la malnutrition aiguë sévère. Et puis nous travaillons aussi chaque jour plus sur l'autre extrémité de la chaîne, c'est-à-dire le bientôt milliard de personnes qui se trouvent en situation d'insécurité alimentaire, modérée ou grave. Et ce chiffre, comme cela a été dit à de nombreuses reprises depuis le début de ce panel, ne cesse d'augmenter. Il ne cesse d'augmenter pas uniquement à cause de la guerre en Ukraine, et j'ai même tendance à dire que la guerre en Ukraine n'est qu'un révélateur médiatique de ce qu'est la crise alimentaire mondiale, qui, comme cela a été dit par beaucoup de panélistes, préexiste par rapport à la guerre en Ukraine. Et ce que voient les communautés avec lesquelles nous travaillons, pour aussi rester autour de la question que vous me posez sur l'engagement des sociétés civiles, donc ce que voient les communautés avec lesquelles nous travaillons, ce que voient et ce que vivent les communautés paysannes que nous accompagnons, parce que je tiens à le rappeler, je pense que c'est un sujet qui me semble important, en tout cas un paramètre qui me semble important d'avoir en tête. 70% des personnes qui luttent contre la faim dans le monde sont des communautés paysannes. Donc il faut avoir en tête que ce sont celles et ceux qui sont censés produire de la nourriture pour eux-mêmes, mais aussi pour leur propre communauté, qui sont les premiers affectés par cette crise mondiale de la faim. Et donc ce que voient ces personnes-là aujourd'hui, et indirectement au nom desquelles je m'exprime, ainsi qu'au nom de mes collègues qui sont sur le terrain, ce n'est pas la pénurie globale d'aliments, parce qu'au niveau global et mondial, le monde produit suffisamment d'aliments pour nourrir les 7 milliards de bouches qui sont sur Terre. Ce que l'on voit aujourd'hui, c'est un manque d'accès dans un monde qui n'est pas en pénurie au niveau global. Et ce que l'on voit, c'est des poches vides qui entraînent des ventres vides, si vous me permettez l'expression, devant des étals qui souvent sont remplis. Encore aujourd'hui, je faisais le point il y a encore quelques jours avec mes collègues à Kaboul, mes collègues à Sanaa au Yémen, mes collègues à Bangui en Centrafrique ou dans d'autres pays dans lesquels nous intervenons, en République démocratique du Congo, au Nigeria, au Niger ou au Burkina. Il y a de quoi se nourrir sur les étals. Par contre, il y a de plus en plus de personnes qui ne peuvent plus soit y avoir accès du fait des guerres, des conflits et aussi du fait du changement climatique, comme cela vient d'être dit, qui mettent les gens sur les routes et qui forcent les populations à se déplacer et donc à ne plus pouvoir cultiver leurs terres. Et donc nous avons ces personnes qui ne peuvent pas se nourrir parce qu'elles n'ont pas de revenus pour se nourrir, alors qu'il y a ou qu'il y aurait la possibilité d'avoir accès à de la nourriture. Et le deuxième point sur lequel je veux insister, c'est bien entendu tourner autour des sujets qui ont été abordés tout à l'heure et que je soutiens d'une certaine manière parce que l'analyse me semble juste, mais je voudrais juste l'aborder un peu plus nettement. Je viens de dire à l'instant qu'il n'y a pas de pénurie alimentaire mondiale. Pour autant, il y a un nombre sans cesse croissant de personnes qui luttent contre la faim. Et pourquoi cela ? Parce que, et ça a été dit de manière, je trouve, très intéressante à travers le rappel des 6 décisions prises par notre collègue de l'UOMOA tout à l'heure, le sujet, il est financier aujourd'hui. Le sujet qui nous occupe aujourd'hui, nous, acteurs humanitaires, mais bien entendu les communautés les plus fragiles et les plus vulnérables, c'est un sujet financier et qui ne concerne pas uniquement le prix des denrées alimentaires, mais qui concerne aussi le prix de l'énergie et le prix des biens de première nécessité. Et donc, s'il y a une conséquence directe de la guerre en Ukraine sur la situation de crise alimentaire, cette conséquence, elle se fait d'abord à travers la hausse des prix. Et en tant qu'acteur humanitaire, et au nom des communautés que nous aidons, il y a une deuxième conséquence, c'est un début de distraction de l'aide financière venant de l'Union européenne et des grands pays bailleurs pour réussir à financer la réponse humanitaire nécessaire en Ukraine,
mais pour ne pas arrêter de financer les crises qui préexistaient et qui sont en train de s'aggraver. Et donc nous constatons aujourd'hui le deuxième impact, si je peux me permettre l'expression, sur les prix, c'est la tentation des États qui financent l'aide humanitaire de prendre des financements qui étaient destinés au centre pédiatrique de Bangui, par exemple, ou au centre de prise en charge des enfants que nous gérons en Afghanistan, et donc de prendre cet argent-là et de dire « Ah, nous avons besoin de le mobiliser pour répondre à la crise en Ukraine ». Donc, le premier élément, avant de conclure, sur la crise alimentaire mondiale, le premier élément aujourd'hui, le premier facteur déterminant, c'est celui des inégalités, parce que c'est celui des prix. C'est celui de la capacité des populations les plus vulnérables à trouver de l'argent au fond de leur poche pour pouvoir se nourrir. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément que je dois rappeler, et d'une certaine manière, la guerre en Ukraine nous le rappelle avec beaucoup de force, c'est qu'il y a du droit dans ce monde. Il y a le droit international humanitaire, et notre responsabilité d'acteurs humanitaires, mais de citoyens aussi, de représentants d'États ou de communautés, c'est de respecter le droit, c'est d'essayer de vivre dans un état de droit partagé par tous. Et ce droit, il dit quoi? Il y a une résolution qui est très claire, qui est la 2417, qui prohibe l'usage de la faim comme une arme. Aujourd'hui, au-delà des inégalités, la deuxième grande cause de la faim dans le monde, c'est la guerre. Et la guerre, c'est l'irrespect du droit. On le voit en Ukraine, mais on le voit au Yémen, on le voit en Afghanistan, on le voit en Somalie, on le voit, etc., etc. Vous connaissez, comme moi, les pays qui souffrent de la faim sont les pays qui souffrent de conflits. Et puis le troisième élément, comme ça a été dit, c'est l'élément du changement climatique. Et aujourd'hui, de la même manière que je prenais l'exemple du fait que les populations qui souffrent de la faim sont, dans leur grande majorité, des populations paysannes et agricoles qui devraient pouvoir se nourrir pour nourrir les autres, eh bien aujourd'hui, ce système de production agricole mondialisé est celui qui produit un tiers des émissions de gaz à effet de serre et de carbone qui génèrent le changement climatique, alors même que le changement climatique est une cause centrale de la faim dans le monde. Donc nous avons ici devant nous 3 paramètres qui sont extrêmement bien identifiés. La lutte contre les inégalités, la paix et la lutte réelle, concrète, active contre le changement climatique qui, ensemble et seuls ensemble, pourront nous permettre collectivement de faire reculer la faim. C'est un engagement que nous prenons et que nous avons tous les jours sur le terrain. Les propositions contenues dans Farm vont dans ce sens-là, mais doivent être renforcées, notamment en termes de souveraineté alimentaire territoriale. Nous arriverons à réduire cette équation autour de ces 3 paramètres, aussi si nous nous engageons plus résolument vers une agriculture qui est l'expression d'une logique de souveraineté alimentaire territoriale. J'en parlais avec le ministre français de l'Agriculture lundi, avec qui j'ai eu une longue réunion, et il nous semble absolument nécessaire au niveau européen, mais au niveau des continents aussi et au niveau des pays, et je crois que le président du Sénégal, Macky Sall, l'a dit aussi récemment, la question de la souveraineté alimentaire des pays ou des territoires est une clé sans laquelle nous ne pourrons pas résoudre cette équation dont je parlais tout à l'heure, et donc sans laquelle nous ne pourrons pas accompagner les populations qui luttent contre la faim à sortir de ce fléau, qui n'est pas un fléau qui vient de nulle part, qui est un fléau qui est le fruit du comportement des hommes et des femmes. Je vous remercie. Merci, merci beaucoup. Je veux pas faire de mauvais jeu de mots, mais on dit toujours que le nerf de la guerre, c'est l'argent. Et il est important de comprendre, nous avons entendu l'appel d'Action contre la faim qui dit il ne faut pas qu'il y ait de bypass, que l'on déroute les financements qui sont adressés à des problèmes structurels
des pays les plus vulnérables et destinés aux populations les plus vulnérables. Mais on a vu quand même qu'il y a eu de nouveaux fonds, de nouvelles ressources qui ont été mobilisées. Très dernièrement, la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, IFAD sont venus ensemble avec les ministres de l'Agriculture et des Finances africains pour débloquer 1,5 milliard de dollars afin de pouvoir soutenir cette urgence première et de limiter la répartition des ressources qui étaient dédiées aux besoins primordiaux. Mais je voudrais demander à notre collègue d'IFAD en ligne, quelles est concrètement les actions qui sont mises en place pour s'assurer que l'argent sera disponible pour les ressources, pour acheter des denrées alimentaires, je sais que l'on promouvoit maintenant l'agroécologie, mais pour s'assurer qu'il y aura des intrants, même des intrants chimiques parfois, pour la production des prochaines récoltes, et que l'on travaille à supporter les États dans cette production locale dont tout le monde a parlé ici. Madame. Speak in English. I hope that's okay. Please do. Thank you. So I knew I was going to be speaking online, and something that I do prefer is to possibly show a few slides. So I'm going to ask colleagues to kindly put on a couple of slides that I've prepared for the occasion. So while I do that, I think, what we are witnessing today, ladies and gentlemen, is clearly a recognition that there are several crises upon us. Next slide, please. Next slide, please. Yeah, and in March 2022, the FAO Food Price Index reached its highest level ever since its inception in 1990. This means that food is not only scarce in many countries and regions of the world, it's also becoming unaffordable for many. Inflation has reached its highest levels in decades in many countries with the conflict in the Ukraine, which has pushed up energy and food prices and has squeezed household incomes, and all of you have spoken about it. So clearly a food catastrophe is upon us, and in East Africa, 13 million people are currently experiencing acute food and water shortages. Save the Children has estimated in May that it is likely that one person is dying from hunger every 48 seconds due to drought in the region. The current food system that we have, unfortunately, relies precariously on an extremely narrow range of crops. Rice, potatoes, wheat, maize account for 60% of the global food calories. And in this, we've also got to recognize that a large part of the excess global carbon emissions come from the global north. In this, marginalized people such as small-scale farmers, rural women, youth, and indigenous people that hold actually many of the solutions for healthier food systems and a healthier planet are actually the ones that are suffering most. Next slide, please. So I think what we are really looking for is trying to understand as to how we can make resilience work. And clearly resilience, given that this is not the only crisis, not the only conflict that we're going to witness, we've got to make that work. And here, I think one of the key things that IFAD is really focusing on is building and creating and sustaining market systems to build long-term resilience so that we can increase household and community capacity to prepare, cope, and recover from disasters. Working with markets means that we are recognizing that even though markets or cash markets falter when war, violence, and natural disasters rip through communities, markets themselves, so even non-cash markets, still exist. So markets rarely collapse entirely. People find new ways to produce and exchange and consume, and while in market-based programming, and this is a diagram that I'm using from Sphere 2018, what we're recognizing is that in markets, on the demand side, the focus is on supporting affected populations.
So for example, when we do cash transfer programming is a really effective way to boost demand and is currently increasingly being used in humanitarian responses. But clearly, cash as well, even as a way of social protection, can only operate when markets are functional. So on the supply side, we've got to think about strengthening the capacity of market actors to produce stuff in sufficient quantities. But the one thing I do want to say before I go on to the next slide is that there are clearly trade-offs between market building and efficiency on one side and building resilience on the other. To build market systems, we've got to be efficient. Local markets have to be competitive with respect to, say, low-cost imports. But resilience requires investments to mitigate risk against a whole variety of non-market as well as market shocks. And this is really important to recognize as we go along because it's a voice of caution. Next slide, please. So as we are working towards resilience and setting our ambition, what I want to recognize, and this is actually a chart that I'm using from the Potsdam Institute for Climate Impact Research in 2022, well, what they've done, so on the right-hand side of your chart, what they've essentially done is they've looked at what can occur with a sustainable development policy approach and compared it with what we would do if we were using a climate policy approach, which is essentially setting our ambition with respect to meeting nationally determined contributions that have been submitted by countries till October 2022. Till October 2020, I beg your pardon, and then also comparing it with a trends as usual pathway. So the blue line, the blue bars are essentially in 2030 and in 2050 what we will be able to achieve if we used an integrated sustainable development policy approach. And the red bar is what would occur if we continued in the current trend, while the magenta points are what we would get to if we used a climate policy pathway. And I think what is clear is coming out is that in all scenarios, food waste, which is the second row, will be severely affected, biodiversity intactness will be severely affected, and nitrogen fixation will be severely affected. In some cases, like greenhouse gas emissions, like urban PM 2.5 concentrations, we are likely to make some dent if we use an integrated policy. But in this case, and this is the second point that I'm making on my slide, financing is clearly important. And financing a big investment push is really important in what we do. So I think what we want to get to is really recognizing that IFAD actually has a comparative advantage here because, as many of you may know, IFAD, or the International Fund for Agricultural Development, is working with small-scale food producers to then engage in pro-value chain development as well as medium and investing in medium-sized enterprises. Next slide, please. Now, next slide, please. Next slide, please. Thank you. So the EU presidency, along with France, are proposing a new umbrella initiative, and many of you spoke about the Food and Agriculture Resilience Mission, or FARM, to address short and medium-term food security and nutrition and promote longer-term sustainable and resilient food systems, with 3 distinct pillars. Now, IFAD will be leading on Pillar 3, which is really dedicated to contributing to strengthening and making resilient local agricultural production in vulnerable countries. And there are 4 themes here. One is increasing local production, so focusing on local production. The second is nutritious food. The third is encouraging local markets and regional markets. And the fourth is reducing food loss and waste. Next click, please. And what this is really focused on is building capital, commitment, and coordination. So the 3 C's: capital, commitment, and coordination for implementation. Next, please. Next slide, please. Thank you. So
really, given that what we are looking for is a huge amount of investment to really deal with the overall scope and the needs of countries, we are focusing on three important criteria for prioritizing areas of the world. One is the level of food insecurity and malnutrition. The second is the dependency on cereal imports. And the third is vulnerability to shocks, especially to the current crisis. And the idea really in terms of governance is to have a secretariat that is hosted at IFAD, but we'd work very, very closely with the World Bank and the African Development Bank, where we also have a steering committee that is constituted by major donors, by political bodies, as well as by organizations representing the private sector and small-scale producers. Next slide, please. What is really important, ladies and gentlemen, here is that we've got to ensure that there is an annual contribution, which is important to coordinate resilience, while ensuring that there are likely to be trade-offs between resilience as well as efficiency, and setting up a comprehensive and consistent monitoring and assessment framework. And second, we've got to have partners that can meet and help us develop essentially the operational guidelines and prioritization of target countries. And we hope to be doing this with our partners. What is clear is that a rough estimate for capital for just Pillar 3 over the next 5 years is 5 to 6 billion for investments, in addition to approximately 250 million for technical assistance to promote evidence-based policy, good governance, and institutional strengthening. While this may sound like a big number, the 5 to 6 billion, it's actually dwarfed by needs of countries. It's also important that we do have a secretariat, which will be hosted by IFAD, so to deliver its role of coordinating Pillar 3, especially on monitoring, evaluation, and reporting. Thank you. Next slide, please, and thank you. Thank you. I have to thank all of you, and please give our colleague a round of applause. Thank you to all the panelists. Apologies for the delays. I personally apologize to the next session. You will have to bear with me. You know how difficult it is to interrupt a minister. We all have careers to continue. I didn't have it in me. But thank you for your time, commitment, understanding. We are doing this for people, for peace, and for coordinated efforts. Until next time, thank you.